Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées, celles qui célèbrent la force de la vie sous toutes ses formes. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, modératrice, rédactrice. Je vous embarque dans une forme de communication qui révèle votre capacité à honorer ce qui compte vraiment. Dire plutôt que taire, c'est aussi transformer nos expériences en lumière pour les autres. Et pour porter plus haut et plus fort les messages de ce podcast, pour le faire rayonner, laissez-lui des étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le. Toutes les voix qu'il porte peuvent faire du bien à d'autres sans même que nous le sachions. 6 mars 1993, 93 pour nos amis belges, canadiens et suisses. Dans un grand quotidien parisien, je lis l'annonce suivante, qui va être la mise en bouche, et non en bière, d'une de mes toutes premières critiques de livres de ma carrière. Raymond de T, docteur en médecine, vous fait part de son décès qui a eu lieu le samedi 6 décembre 1993. 32 ans plus tard, je pense pouvoir dire que Patricia Ferrand, avec laquelle je m'entretiens dans cet épisode, serait tout à fait d'accord avec Boris Vian, que je citais alors en lui laissant le mot de la fin. Ouais, ça, c'est mon petit côté pince sans rire, justement. Et Boris Vian disait « Riez, mes enfants, riez, ça n'a rien de tragique. Dans 100 ans, chacun de nous n'y pensera plus. » Et oui, en plein été, pour faire un pied de nez aux saisons et aux marronniers. Alors, vous savez, les marronniers, c'est le terme journalistique qui désigne des sujets récurrents, prévisibles, qui reviennent chaque année dans les médias à des périodes précises. Donc, vous l'avez compris, nous allons oser parler de la mort. Eh bien, figurez-vous que nous n'en mourrons pas plus vite. Sophrologue, formatrice, maître de cérémonies funéraires laïques, Patricia Ferrand est une femme remarquable. Nous nous connaissons depuis quelques années déjà, puisque nos chemins s'étaient croisés alors que nous achevions une partie de nos études de sophrologie. Et j'ai toujours admiré sa douceur déterminée et la façon dont elle a transformé les silences, les non-dits auxquels elle se heurtait lors de ses propres deuils en un chemin d'accompagnement pour toutes celles et ceux qui traversent cette épreuve du deuil. Cette manière qu'elle a eue de faire le choix de briser ces tabous, de lever le voile sur ce sujet trop souvent évité. Et pourtant, parler du deuil, de la mort, libère. Ça reconnecte à la vie et ça nourrit l'âme. Donner la parole aux endeuillés, nous dit Patricia, c'est leur redonner le pouvoir sur leur propre guérison. Et d'ailleurs, elle nous invite collectivement à repenser notre rapport au deuil, à la mort, à célébrer la vie, même dans les passages les plus difficiles. Puisse cet échange lumineux, plein de sensibilité et de sagesse, vous donner l'occasion à votre tour d'ouvrir votre cœur, d'aborder ces sujets parce qu'au fond, c'est le plus bel hommage que nous pouvons rendre aux humains que nous sommes et à celles et ceux qui nous ont précédés. Salut Patricia, je suis trop contente de te recevoir. Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup de m'offrir cet espace de parole. Avec grand plaisir. Bon, alors, on se jette dans le sujet et en lisant, je pense que c'est sur ton site que tu dis que les deuils ont jalonné ta vie. Et donc aujourd'hui, ce que tu as envie de faire, c'est de proposer ce que tu aurais aimé toi trouver à l'époque, à ce moment-là, à ces moments-là. Évidemment, la première question qui m'est venue, c'est comment est-ce que tu as trouvé la force, c'est toujours quelque chose d'incroyable, je trouve, de transformer ce qui a été une propre souffrance en une mission d'accompagnement. Alors j'ai envie de dire que la vie est joueuse, en fait. Et non, vraiment oui, et qu'elle m'y a amenée. C'est vraiment le résultat d'un processus et j'ai presque envie de dire que je me suis retrouvée sur ce chemin-là sans forcément avoir construit ce projet-là au départ. Voilà. C'est qu'en fait, j'ai commencé à avoir et à ressentir le besoin de me tourner vers l'humain. Donc, j'ai rencontré la sophrologie, j'ai ouvert mon cabinet, etc. Et en recevant des personnes en cabinet qui arrivaient pour des questions multiples et variées, je me suis rendu compte que derrière la première demande, il y avait très souvent des deuils non métabolisés qui empêchaient en fait les personnes de s'épanouir.
au moment où je les rencontrais. Et du coup, je pense que ça a fait résonance un petit peu avec mon histoire de vie. Et j'ai commencé par aller revisiter mes deuils. Et ensuite, on est venu me chercher pour faire de la formation. Et là, on m'a proposé une thématique qui ne m'inspirait pas du tout. Mais alors, Excellent. pas du tout. Qui était les acouphènes. Alors, c'est très intéressant. Hein. Ouais, Et en même temps, moi, ça résonnait pas. c'est le cas de le dire, acouphènes. Ça résonnait pas du tout. Par contre, ce qui résonnait à ce moment-là, c'était cette question du deuil. Et j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais adapter cette méthode qu'est la sophrologie à cet accompagnement du deuil. Et puis en parallèle de ça, j'avais commencé, moi, à faire du bénévolat en fin de vie et je me formais aussi à Paris au centre éthique d'une faculté de médecine sur le travail de deuil. Donc tout ça mis bout à bout, a fait que petit à petit, je me suis retrouvée sur ce chemin-là. Et sur ce chemin-là, je suis aussi devenue cérémoniante funéraire laïque. Bref, il y a plein de choses qui sont venues compléter le puzzle. Et je me suis aussi rendu compte que toutes les personnes qui accompagnaient le mourir, en fait la mort ou le deuil, c'était rarement anodin en fait. C'est des gens qui l'ont rencontré, qui l'ont vécu dans leur tripes, en fait, à un moment ou à un autre. Voilà. Mais c'est passionnant. En même temps, quand on t'écoute, vu de l'extérieur, on se dit que tu dis oui, c'est juste la fin d'un processus, mais le processus, tu as quand même choisi de faire des études sur cette question du deuil, ça quand même très vite. Ah bah oui, parce que c'est venu vraiment m'interpeller. Ouais, c'est ça. Et faire résonance. Et surtout, je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, je pense que j'ai aussi pris conscience de ce que moi, j'avais traversé, et à ce moment-là, de ce que je continuais à traverser. Et j'ai vraiment pris conscience que peut-être que les choses auraient été plus digestes et plus fluides si au moment où j'avais rencontré la perte, vécu la perte, j'avais trouvé quelqu'un qui avait cette connaissance et cette approche en fait du deuil et même de la mort, j'ai envie de dire, hein, parce que ça commence bien avant le décès la plupart du temps. Et même si je me suis fait accompagner dans ces moments-là et que les personnes qui m'ont accompagnée étaient d'excellentes professionnelles, il n'empêche que cette connaissance du processus de deuil, cette approche-là manquait. Et donc aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est essentiel non seulement de pouvoir la proposer aux personnes en deuil, et aussi de former des professionnels qui pourront avoir cette posture, qui pourront avoir ce regard pour que les personnes en deuil aient différentes portes à laquelle elles puissent frapper. Oui, et puis même au-delà de ça, j'ai envie de dire, et surtout, c'est mon intention aujourd'hui, en te tendant le micro, c'est qu'on en parle à tout le monde, de cette question du deuil et de la mort, mais du deuil et du processus, etc. Parce que alors, c'est quelque chose quelque part dans nos têtes, mais rarement c'est abordé, que ce soit à l'école, que ce soit entre amis, que ce soit en société ou dans les entreprises, alors qu'on est tous confrontés à ça à un moment donné. Disons que moi j'avais une enseignante qui un jour a dit en fait notre seul projet commun à tous sur cette terre, à partir du moment où on arrive, c'est quand même bien la mort. Hein, et quand je donne, parce que je donne des cours sur des sujets divers et variés, et notamment sur l'interculturalité, et à un moment je leur fais ressortir les valeurs communes de tous, la vie, la mort, elles sont là. Hein. Oui. Et est-ce qu'il y a une seule culture, un seul groupement humain qui ne s'interroge pas sur ces questions-là ? Non. Si ce n'est qu'on s'interroge de manière différente. Voire, dans notre société occidentale, notre interrogation a été, de manière assez implicite et assez inconsciente, comment peut-on éviter d'y penser, quelque part ? Ou, je dirais peut-être même plus, je dirais que les avancées technologiques, je dirais que notre conception du monde et de la vie a fait qu'on cache beaucoup plus la mort et ce que l'on peut ressentir et vivre et traverser lorsqu'on y est confronté. Oui, et même, j'ai l'impression que ça va encore plus loin que ça, c'est qu'on la cache, non, mais on veut faire comme si elle n'était pas là et qu'on était, se croire immortel, qu'il fallait qu'on gagne des années de vie, voire que peut-être potentiellement on pense à, je ne sais pas, se faire frigorifier. Voilà, exactement. C'est incroyable. C'est justement parce qu'on la cache, c'est-à-dire que, par exemple, on va, nos anciens, on va les installer le plus confortablement possible, soit, mais dans un lieu qui peut les accueillir et les accompagner.
Hein. Donc on les sort de notre espace de vie, ce qui fait qu'on n'est plus confronté ni au vieillissement, ni à la perte d'autonomie physique ou cognitive, et très peu à leur fin de vie. Hein. Ouais. Et donc le fait de cacher tout ça entretient cette illusion d'éternité dont tu parles. Alors que dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, cet accompagnement, il est essentiel en fait. Et naturel peut-être. Et naturel. Ouais, voilà. Aussi. Voilà. C'est ça. Parce que toi, tu défies justement toutes ces croyances qui disent le deuil est intime, personne ne peut comprendre. Et je trouve que c'est génial que tu brises ce silence, que tu brises ces a priori du mieux que tu peux, on va dire. Alors, si je peux me permettre, le deuil est intime. Il est profondément intime. Le deuil se vit dans sa chair, dans ses tripes. C'est quelque chose qui est viscéral, ça vient vous chercher au creux de vos entrailles. C'est vrai. Oui, mais c'est simplement le fait d'en parler. Voilà, c'est ça. Le fait de vivre la perte de quelqu'un peut effectivement nous amener à un moment à nous sentir très déconnectés du reste du monde. Alors la première raison, c'est une question de réaction purement physiologique à ce qui se passe, et puis ensuite émotionnelle, etc. Mais la deuxième raison est effectivement que l'entourage autour, étant très peu sensibilisé à ce qu'on peut traverser lorsqu'on est en deuil, va très rapidement reprendre le cours de sa vie, et c'est normal, en oubliant que l'autre, lui, il a été bousculé, fracassé, même parfois déchiré de l'intérieur, et que malgré les apparences qu'il entretient parce qu'il ne se sent pas forcément entendu, lui n'a pas repris le cours de sa vie du tout, pour l'instant. Ça fait écho à... On a ensemble, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, la sophrologie, on partage. Quand j'avais aussi un cabinet, je me souviens d'avoir reçu un monsieur qui faisait le deuil de sa maman. Et il avait dû retourner travailler parce que là aussi, c'est incroyable. Dans nos pays, on n'a pas de jours pour se remettre de ça, c'est très court. Et lui, il avait traversé, je crois, de mémoire, une phase assez compliquée, un peu dépressive derrière, donc il avait été arrêté. Et quand il était retourné au travail, il avait entendu dire « ça fait 3 mois maintenant, c'est bon. » Non, mais 3 mois, en fait, c'est rien du tout. Non. Donc, en plus, on perd aussi les notions de temps, ça n'a plus rien à voir. Et ce que tu dis m'évoque le fait qu'on est quand même dans des sociétés, on en parle tout le temps, qui met dans des cases, mais c'est pas que mettre dans des cases pour mettre des étiquettes, c'est qu'on met tout dans des cases, parce que tu dis on sort la mort de nos vies, on sort la naissance aussi, on sort les malades, on sort les gens qui sont fragilisés, on les met, on sort tout le monde de partout, et finalement c'est des petites cases de briquet de broc comme ça qui créent une société qui parfois manque de cohérence. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Alors, je vais déjà le travail. Ouais. Alors, pour certaines personnes en deuil, retourner travailler est aidant. Oui, j'imagine. Pour d'autres, non, pas du Bien tout. sûr. Donc, tout dépend quel est le rapport que l'on peut avoir au travail, l'ambiance dans laquelle on va évoluer lorsqu'on se retrouve sur son lieu professionnel, le rapport aux collègues, etc. Donc, il n'y a pas de généralisation par rapport à ça. Après, pour le temps, effectivement, si les personnes posent ça fait déjà 3 mois ou ça fait déjà 6 mois, écoute, vas-y, fais un effort, mets-toi en mouvement, tu tournes en boucle, tu te fais du mal, etc. Je pense que la plupart du temps, leur volonté, je trouve pas le mot. Leur intention, voilà. Le trouve ensemble, excellent. Leur intention, elle est bienveillante en fait. C'est simplement la manière et la compréhension qui manquent de ce que l'autre vit. Et effectivement, à 3-6 mois, voire parfois plus, on peut encore être au cœur du deuil. Et la plupart des gens qui vont arriver en café deuil ou qui frappent à la porte de mon cabinet sont généralement entre 6 et 18 mois de deuil. Et la plupart du temps autour de 12-13 mois de deuil, parce que c'est là que c'est le plus compliqué, certainement pas au début. Donc on rentrera peut-être un peu plus dans les détails après, mais c'est là que les personnes se sentent, la plupart du temps j'entends, pour d'autres ce ne sera pas le cas, le plus mal. Et l'entourage n'a pas de connaissance de ce qu'est le processus de deuil puisqu'on n'en parle pas. Oui. Donc il est imprégné de croyances collectives qui ont été véhiculées depuis des années et qui nous disent un deuil normal c'est 1 an, 2 ans, allez, soyons larges, 2 ans. 2 ans. Et puis après, on passe à autre chose et on retrouve sa vie d'avant.
Ce qui pèse énormément sur les épaules des endeuillés, parce que ces injonctions-là, ils les ont reçues également et ils continuent à les recevoir. Hein. Donc effectivement, parfois leur demande, c'est je voudrais redevenir comme avant. Oui, non. Alors bien évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est transmis. Et en même temps, on ressort jamais indemne de vécus qui nous ont profondément touchés. Que ce soit la perte suite à un décès ou d'autres événements de vie. Bien évidemment, ça vient nous bousculer nos repères, bousculer certains aspects de notre identité, certaines valeurs, certaines façons de voir le monde, certaines croyances. Et tout ça est à réorganiser. Est-ce que toi, tu as une idée ou est-ce que dans les enseignements que tu as reçus, tu aurais une bribe d'explication sur le pourquoi nos sociétés occidentales, soyons larges, a autant de mal à évoquer ces sujets? On l'a dit, ok, c'est le cas, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Mais c'est effrayant. Oui, mais c'est effrayant aussi dans les autres cultures. Alors, oui et non, tout dépend ce que tu mets derrière ce passage. Ouais. Voilà. Pour certaines sociétés, c'est un passage. On va accompagner la fin de vie, et puis on va accompagner le passage de l'âme vers un autre monde. Elle continue son chemin, quelque part. Hein. Chez nous, on a aussi, outre le fait qu'on a sorti la mort de nos vies dû au développement technologique, développement de la médecine aussi, etc., on a aussi un fort détachement par rapport aux croyances, et quand je dis croyances, je ne pense pas qu'aux croyances religieuses. Même si certaines choses reviennent sous d'autres formes, il n'empêche que toute cette posture par rapport à la vie, la mort et l'après peut être très différent. D'accord, donc ça, ce serait une bribe de réponse. Ça pourrait être une bribe de réponse. Alors, dans ce contexte qu'on cache, qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas, comment est-ce que toi, tu aides les gens à pouvoir en parler? Et est-ce que c'est important d'en parler? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite. Je pense que la base, c'est de commencer à informer, de pouvoir en parler avec simplicité, de tout doucement réintégrer ce concept de la mort dans la vie et de faire comprendre que finalement, quand on parle de la mort ou quand on parle du deuil, et notamment quand on parle du deuil, on parle avant tout de la vie. Ben oui. On parle de la vie qui a été. Si je pense simplement au défunt, on parle de la vie qui a été et de comment cette relation qui a été va pouvoir peut-être continuer à nourrir la personne qui reste, qui elle est pleinement vivante. Même si elle ne perçoit plus à un certain moment ou ressent nettement moins cet élan vital. Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner à justement retoucher du doigt, restimuler, réactiver cet élan vital, tout en continuant peut-être à maintenir ce lien, mais un lien qui va être différent. Donc ce processus de deuil, c'est pas un processus d'oubli, c'est un processus de transformation du lien. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai un peu digressé, je me rends compte. Mais dans cette importance d'en parler, quand on sait le faire et qu'on peut le faire et qu'on va aller informer l'autre, c'est que quand une personne en deuil va entendre, elle va commencer à se dire « Ah, ok. Donc en fait, ce que je suis en train de traverser, c'est pas anormal. Oui. C'est pas inadapté. Voilà, ce serait le mot le plus juste. Ce n'est pas inadapté. Contrairement à ce que j'entends autour de moi, contrairement à cette pression qui me pousse à aller plus vite, qui me pousse à avoir d'autres ressentis que ceux que j'ai. Et donc, à partir du moment où les gens vont commencer à entendre ça, ils vont se dire « Bon, peut-être que je vais aller chercher un peu plus loin. » Et là, ils vont peut-être aller effectivement se faire accompagner ou écouter certaines choses ou aller lire certaines choses et ils vont pouvoir s'autoriser à écouter leur GPS intérieur en fait. Et se dire si c'est pas inadapté, alors peut-être que je peux mettre en place des choses qui vont pouvoir me soutenir. Du coup, pour revenir à la question que je t'avais, ce qu'on avait évoqué préalablement, est-ce que on pourrait aussi remettre ou s'inspirer d'autres cultures, d'autres traditions pour nourrir ou venir revoir, revisiter ce lien au deuil et à la mort dans nos sociétés, ou c'est trop compliqué? Non, c'est pas compliqué, parce que ça pourrait être très simple, mais en fait, ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'on en parle tellement peu
que quand les gens commencent à y être confrontés, un, ils sont un peu démunis, deux, ils s'interdisent certaines choses parce qu'ils estiment que c'est un domaine qui est tellement cadré, c'est-à-dire qu'on doit faire ça presque en silence, on doit faire ça de manière extrêmement discrète, etc. Enfin, il ne faudrait pas non plus que ça vienne empiéter sur le courant de la vie des gens autour. Donc voilà, on essaye de pas trop s'étaler avec tout ça. Et dès qu'on commence, comme je suis aussi cérémoniante funéraire laïque, c'est un moment où on s'en rend compte, mais tellement fort. Et on commence à dire, mais vous savez, vous pouvez penser la cérémonie de votre proche de telle et telle façon. Parce que là, j'entends que c'était important pour lui, que c'est important pour vous. Peut-être que vous pouvez mettre ça en place si vous avez besoin que quelqu'un chante quelque chose qui soit autre chose que des chants lyriques. C'est possible. Hein? Ah oui. Si vous avez envie que les petits-enfants circulent librement, parce qu'ils sont tout petits, ils sont à quatre pattes autour du cercueil et que c'est leur grand-père ou leur grand-mère, mais peut-être que c'est possible. Et puis pour le deuil, c'est pareil, c'est comment honorer même après. Est-ce qu'on est obligé de taire le nom de la personne ? Enfin, c'est quand même basique, hein. Non, on n'est pas obligé. Est-ce que oui, pour, je sais pas moi, votre prochain anniversaire, vous avez envie de trinquer à sa santé et parce que, je sais pas moi, il aimait tel crémant ou tel champagne et que vous avez envie de le faire, et puis ensuite passer à autre chose, c'est-à-dire avoir ce moment où vous honorez, où il fait partie d'eux, pour ensuite vous retrouver entre vivants, mais en ayant fait ça, en ayant inclus à un moment, allez-y. Donc, on n'est pas obligé de révolutionner une société pour qu'au niveau individuel, on puisse aussi vivre les choses différemment. Et je pense que plus les endeuillés, en tant qu'individus, oseront honorer ce qui est important pour eux, et plus, en fait, ça va donner des exemples et ça va autoriser les autres autour à le faire. Ouais. Si vous assistez à une cérémonie d'obsèques et où vous constatez que les choses se font bien différemment que ce que vous imaginiez, peut-être que le jour où ça va vous arriver, vous allez vous autoriser à le faire. Oui, ça me rappelle l'enterrement de ma grand-mère, ça fait 10 ans cette année. Et on s'était autorisé justement, mais alors spontanément, et on n'avait pas suivi, on n'avait pas de cérémoniant pour nous accompagner, mais ma sœur avait amené des confettis et on avait mis Henri Salvador au cimetière. Oui. Le personnel du cimetière et des pompes funèbres était waouh! Et en plus, il faisait super beau, mais c'était en hiver, mais un temps magnifique. Et c'est quelque chose, c'est une image qui nous reste tous. On a pu lui dire au revoir parce que ma grand-mère était quelqu'un de très drôle, qui avait beaucoup d'humour, enfin. Elle est partie avec nous en train de rigoler, quoi. Et elle ne pouvait pas avoir un meilleur départ. Donc, voilà, c'était juste pour témoigner aussi et dire je suis d'accord et allez-y, soyez créatifs aussi dans ce domaine-là. On n'est pas obligé d'être tous habillés en noir et de pleurer toutes les larmes de notre corps en écoutant des musiques sinistres. Alors, je caricature, je sais. Oui, parce qu'en fait, on peut faire cohabiter. Et c'est aussi au cœur de mon accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut faire cohabiter cette tristesse profonde. Ah oui, non, mais c'est pas parce qu'on était... Et en même temps, des gestes et des actes qui résonnent pour nous et qui, peut-être, vont nous faire passer de moments de forte émotion à des moments d'émotion qui vont nous accrocher un sourire au visage. Et où est le problème, en fait ? Il n'y en a pas. Hein ? Et ça me fait penser à la question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport à comment ça pouvait se passer dans d'autres cultures. Dans d'autres cultures, là, cet accompagnement des obsèques, que ce soit crémation, inhumation, peu importe, se fait dans un cadre de festivité. Pourquoi ? On en revient à ces croyances parce qu'on accompagne un passage. Il n'y a pas quelque chose qui s'arrête net. Oui, c'est ça, c'est du coup beaucoup moins anxiogène. Voilà. Beaucoup moins... Et on accompagne un passage qui n'est pas forcément dramatique. C'est un passage qui, justement, emmène vers quelque chose de plus grand, en fait. Hein ? Tu nous donnes de l'espoir, merci. Alors, dans le processus de l'information dont tu parlais, du partage des connaissances, comment est-ce qu'on peut parler, alors, spécifiquement de ces questions-là et de la mort aussi aux enfants, parce que je refais un deuxième témoignage. Une de mes filles, il y a très longtemps, avait une maîtresse qui, donc, elle avait une classe d'une dizaine d'années, je pense, enfin de l'âge d'une dizaine d'années, et elle avait choisi de
faire tout un cycle autour de ces questions-là. Elle avait fait intervenir ici à Luxembourg, on a une chouette association Omega Nonsuch qui est super pointue sur ces sujets-là. Voilà, dans laquelle tu es bénévole. Et donc il y avait tout un parcours sur cette thématique. Les enfants avaient eu des temps de réflexion, des visites dans des cimetières, des explications. Et moi j'avais eu ce sentiment que ma fille, en tout cas, quand elle a eu traversé tout ça, elle était extrêmement apaisée avec ces questions. Et pour autant, la maîtresse a dit « Plus jamais je représenterai ça, je proposerai ça. Je pense que si j'avais dû parler de sexe, j'aurais eu moins de problèmes avec les parents. » Donc, il y a des sujets comme ça dans nos sociétés qui sont tabous. Le sexe, la mort en font effectivement partie. Toi, quel est ton avis ou ta façon d'approcher les choses par rapport aux enfants ? Alors, les enfants arrivent toujours à un moment de leur développement où ils s'interrogent sur la vie et sur la mort. Quand ils se rendent compte que les gens ne reviennent pas, etc., ils posent des questions. Là, idéalement, ce serait de pouvoir leur répondre avec beaucoup de simplicité, en parlant leur langue et en parlant très simplement, et en osant dire qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a après. Et en faisant très attention de ne pas faire le corollaire avec le sommeil, par exemple. Parce qu'un enfant à qui on explique que le grand-père il est parti pour un gros dodo, ça pourrait, et c'est ce qui arrive très souvent, générer des troubles du sommeil. Un enfant, il est très terre à terre. Donc si vous lui expliquez que papy, mamie ou papa ou son petit frère est monté au ciel, quand est-ce qu'il redescend ? Oui, soyons clairs. Oui, mais s'il est parti, quand est-ce qu'il revient ? Donc, on les met dans une sorte d'attente et d'expectative de quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, on est déjà dans un semi-mensonge. Donc, c'est important de poser des mots clairs. Voilà, tu as l'impression que papy dort, mais c'est pas la même chose parce que, regarde, je mets mets ta main sous mon nez, là, tu sens ma respiration, papy, lui, ne respire plus. Et donc, non, il ne reviendra pas. Et de pouvoir dire, oui, mais il est où ? Écoute, la mort reste un mystère, on ne sait pas. Et en même temps, voilà, personnellement, je crois que. Mais c'est une croyance. Et si tu veux, on pourra en reparler. Et pourquoi pas après aussi acheter. Il existe des tas de petits livres tout simples qui abordent le sujet. Et selon leur âge, il y a des Max et Lily, il y a plein de petits bouquins très sympas. Et ça peut générer ensuite des questionnements, de la réflexion. Mais pour faire ça, encore faut-il que les parents ou les grands-parents soient à l'aise. C'est ce que j'allais dire. Avec ça, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on les met de côté, ces questions. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Oui, évidemment, il faut que ce soit un ensemble, c'est pas juste... Et si nous, en tant que parents, on n'est pas à l'aise, et qu'en même temps, on trouve que c'est important d'apporter une réponse la plus ajustée possible, on peut peut-être demander à sa mère ou à un grand-parent de le faire, si on sent que cette personne-là, elle est OK pour pouvoir le faire. Et donc, quand je donne formation aux professionnels de santé, donc notamment au sein des hôpitaux ou au sein de structures de formation dédiées, et que les infirmières me disent, oui, nous, on a le cas, on a des familles qui arrivent avec les enfants parce que le papa ou la maman est décédé, comment on les prépare, quoi. Donc, c'est important de pouvoir poser des mots, de pouvoir dire, voilà, la personne, quand tu vas la voir, elle va avoir telle couleur, quand tu vas la toucher, ça va être comme ça. Donc, on montre, en fait, vraiment, on les prépare. Et par après, sur le processus de deuil, c'est aussi hyper important d'être vigilant parce qu'un enfant aurait tendance... Alors déjà, les enfants ne vivent pas le deuil du tout de la même façon que les adultes, ils vont vivre ça plutôt en pointillé. Donc, ils vont être capables d'avoir un moment de tristesse puis de repartir jouer derrière. Et aussi, ce qu'ils vont faire très souvent, c'est ne pas vouloir alourdir la charge émotionnelle du parent, par exemple, qui a lui-même perdu son parent, qui a perdu son mari ou sa femme, etc. Donc, ils vont se mettre en retrait. Et donc, c'est important d'être vigilant. Tu parles de laisser vibrer la vie malgré la perte. En quoi cette philosophie bouscule un peu les codes traditionnels du deuil ? Et toi, tu mêles la parole et la sophrologie dans tes accompagnements. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi c'est si important d'inclure le corps ? On parle donc de vibration. Est-ce que c'est le lien est là ? Quel est notre premier espace d'habitation, de vie ? Intelligence corporelle. Je sais pas. Je me rappelle de mes cours de sophro. Où se trouve notre corps, notre cœur, où se trouve notre cerveau, où se trouve notre conscience.
où est-ce que ça se trouve tout ça? J'ai même envie d'aller plus loin, où se trouve notre âme? Enfin bref, où se trouve tout ça? Dans notre corps, me semble-t-il, quand même. Il me semble aussi. C'est quand même notre première maison. Et donc, c'est bien dans cette première maison que l'on ressent tout ce que l'on traverse, tout ce à quoi on est confronté, ou toutes les situations, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles le soient moins, en fait. Donc, tout ce que je vis s'inscrit en moi. Les chocs aussi. Donc, c'est bien là qu'on peut aller les rencontrer. Et puis, une fois qu'on a posé ça, en sophro, effectivement, le corps est notre premier médium. Mais c'est aussi une approche globale, holistique, psychocorporelle. Donc, à travers cette entrée en contact et cette reconnaissance, parce que c'est vraiment ça, comment je reprends connaissance de mon corps, je vais aussi apprendre, comment se manifestent mes émotions. Tiens, quand je pense ceci ou cela, qu'est-ce que ça provoque ? Comme émotion, comme réaction, comme sensation physique, comme perception, etc. Et donc, je vais pouvoir envelopper tout ça. Et là, je vais rebondir sur le début de ta question. Comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner en laissant vibrer la vie, en refaisant vibrer la vie, tout en accueillant ce qui lui donne des vibrations qui sont plus compliquées pour nous. Donc, mes émotions difficiles. Et on va faire cohabiter tout ça. Parce qu'on est duel, on n'est pas l'un ou l'autre. Une émotion ne voyage jamais seule, il y en a toujours plein d'autres derrière. Donc, dans cet accompagnement que je propose, c'est comment est-ce que j'apprends à accueillir mes émotions, quelles qu'elles soient, et non plus à m'en effrayer, parce que c'est bien ça, en fait. Souvent, avec toutes ces injonctions qu'on a, on a tendance à ne pas oser exprimer ce que l'on ressent, à avoir peur aussi d'être submergé si on s'autorise à les exprimer à un moment, et Dieu sait qu'elles peuvent être violentes dans le cadre d'un deuil. Et comment on va les approcher, Et ça se vit dans le corps, parce que ça va demander à apprendre, tiens, comment elle se manifeste. Tiens, oui, c'est là qu'elle se met, c'est là qu'elle se met dans mon corps. Oui, tiens, c'est telle forme qu'elle prend. Qu'est-ce que je pourrais, comment est-ce que je pourrais me mettre à son écoute déjà, plutôt que d'essayer de la chasser. Plus on essaye de se débarrasser de quelque chose, en règle générale, plus ça revient avec force et puissance. Donc voilà, on va aller apprivoiser tout ça, et puis ensuite, peut-être que je peux lui proposer quelque chose, pour qu'ensemble, on voyage de manière plus ajustée. Et une fois que j'ai fait ça, je crée aussi de l'espace, parce que plus je me noue, plus je suis en tension, et plus toute mon énergie se met là. Donc si je dénoue tout ça, je crée de l'espace pour que mon énergie vitale circule. Et comment est-ce que je peux aller aussi réactiver ça ? Donc ça, c'est vraiment la base du travail, quand j'accompagne les personnes en sophrologie. Et ça va demander du temps, à pouvoir aussi retrouver de la sécurité intérieure quand toute notre sécurité extérieure a volé en éclats. Le fait d'être confronté à la mort, ça nous confronte aussi à notre propre finitude. Donc ça vient aussi nous mettre en insécurité par rapport à tout ça. Donc c'est important d'aller retrouver de la sécurité intérieure. Et puis petit à petit, c'est comment est-ce que je vais aussi... quelle va être ma posture par rapport à cette personne qui est décédée ? Est-ce que je mets un voile dessus ? Je n'en parle plus, je fais comme si ça n'avait jamais existé, je tourne la page, tiens, comme on nous le dit souvent. Est-ce bien possible ? Non, ça fait partie de ma vie. Ouais, donc, c'est inscrit en soi. mais oui, ça fait partie de mon histoire de vie. Comment je réintègre tout ça dans mon histoire de vie ? C'est quoi l'héritage que je garde de cette relation ? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté, parce que voilà, on est dans une société où quand les gens meurent, ils deviennent des saints, mais non. C'est une relation tout à fait normale. Donc, il y avait des choses qui nous plaisaient, puis d'autres qui nous plaisaient moins. Donc, qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je garde pas ? Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Qu'est-ce que je vais transmettre moi aussi ? Donc, voilà. Donc, c'est des accompagnements qui sont longs, parce que le processus de deuil, c'est un processus qui est long. Donc, plus ou moins. Oui. Voilà. Donc, moi, maintenant, je propose des accompagnements sur 6 mois. Voilà. Et je ne propose plus d'accompagnement à la séance. Je ne propose plus d'accompagnement sur 3 mois. Je ne vais proposer que des accompagnements sur 6 mois. J'ai toujours un contact avec les personnes. Voilà, on va échanger un moment, puis voir si ce que je propose peut convenir. Et si ça convient, oui, on va embarquer pour un voyage de 6 mois. Et c'est vraiment un voyage. Un voyage, c'est intérieur beau. De 6 mois. Quoi. Ouais. Et extérieur, parce que finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Alors, dans cet accompagnement dont tu parles, il y a forcément des échanges verbaux. Est-ce que tu as observé qu'il y aurait des mots qui libèrent et d'autres qui, au contraire, peuvent enfermer dans le processus de deuil ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles nous, qui sommes, par exemple, à côté de quelqu'un qui traverse ce processus, il y a des choses auxquelles il faudrait prêter plus ou moins attention ? Alors, on peut faire le lien avec ce qu'on vient de dire sur la durée du deuil.
c'est que très souvent, les gens sont extrêmement présents en début, c'est-à-dire au moment des obsèques, et puis un petit peu après. Là, il y a beaucoup de monde. Le deuil, il est social, là. On reçoit même un droit au deuil. Donc là, on peut être en colère, on peut pleurer, on peut faire tout faire. Et tout ça s'estompe assez vite. Et comme une personne en deuil est quelque part protégée par une sorte de mécanisme physiologique qui vient un petit peu atténuer l'intensité de ses émotions, l'entourage peut croire que 2, 3, 4 mois après, finalement, elle ne va pas si mal. Et elle aussi, d'ailleurs, c'est aussi ce qu'elle peut croire. Donc, on a tendance à être moins présent. Et donc, moi, ce que je transmets souvent, c'est ça, c'est rester présent sur le long terme. Là, c'est la première chose. Avoir cette vigilance. On peut penser que quand on dit à l'autre, tu peux m'appeler quand tu veux, si tu as besoin, ça va suffire. Quelqu'un qui est en souffrance a du mal à demander. Même si, personnellement, moi j'invite vraiment mes endeuillés à essayer de savoir qui peut faire quoi autour de lui et de poser les bonnes demandes. Et en même temps, c'est quand même un processus et ils ont du mal à le faire au départ, ce qui est tout à fait adapté aussi. Donc c'est au lieu de dire appelle-moi si tu as besoin, c'est de revenir régulièrement. En sachant qu'on va prendre un nombre incalculable de noms. Donc, c'est pas personnel. Voilà, ça n'a rien à voir avec vous. C'est un endeuillé, il est plein de contradictions. Il veut et en même temps, il veut pas. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est important de ne pas hésiter à continuer à frapper à la porte, que ce soit par email, par SMS, par appel, en venant toquer à la porte, etc. 2, c'est la personne, elle ne vous demande pas de lui dire que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est de pouvoir être à l'écoute. Elle ne vous demande pas des conseils non plus. Parce que ce qui est bon pour vous, ce n'est pas forcément bon pour elle. Et on a toujours tendance à donner des conseils par rapport à qui on est. Donc, c'est juste se mettre à l'écoute. Écoute, là, j'ai le sentiment que ça fait 1 semaine, 15 jours, tu donnes moins de nouvelles. Est-ce que ça va... Est-ce que tu te sens plus mal ? Est-ce que ça va un peu moins bien en ce moment ? Est-ce que c'est ça ? Juste ouvrir, en fait, avec des questions ouvertes, tout simplement. Et puis, écouter. Et vous relancez avec des questions. Si la personne, c'est son moment de parler, elle va y aller. Donc, on est plus à parle-moi de ta peine qu'à tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela pour aller mieux. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Déjà, on arrive à faire ça, c'est déjà énorme. Je pourrais peut-être juste rajouter, on peut proposer. Parce qu'une personne en deuil, elle est hyper fatiguée, c'est énergivore, un processus de deuil, donc elle aurait tendance à moins faire de choses. Et c'est OK. Et en même temps, des fois, quand on a quelqu'un qui nous prend par la main pour nous dire « Viens, on va faire un tour de pâté de maison, ça va nous aérer les neurones et rien qu'à moi, ça va me faire du bien », ça peut relancer quelque chose. Voilà. Ok, c'est deux choses qui sont accessibles à tous et à toutes. C'est simplement... J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis le début. Tu as parlé effectivement de cette notion que, soi-disant, un deuil devrait durer 2 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sortent jamais de ce processus-là réellement ? 1. Et 2, est-ce qu'il y a des choses pour aider des gens qui me semblent tellement englués dans ce processus depuis des années ? Là, je parle depuis des années. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait leur proposer pour essayer d'en sortir, ou est-ce que ça fait maintenant partie de leur identité ? Alors, presque ? Il y a 2 choses là. Effectivement, le deuil est un processus, donc avec des allers-retours. C'est pas un processus linéaire. On se lève pas un matin en ayant intégré la perte, youpi youpala. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est des oscillations. Voilà, on oscille entre ça va pas, ça va très mal, ça va un peu mieux, etc. Donc ça, c'est déjà important, parce qu'on peut très rapidement, en tant que proche d'une personne en deuil, penser qu'elle est dans un deuil compliqué ou pathologique, alors que c'est pas le cas. À 15 mois, 2 ans, 3 ans, on n'est pas forcément dans un deuil pathologique parce que à un Noël ou à une date anniversaire qui vient réveiller un petit peu, qui vient réouvrir la cicatrice, j'ai envie de dire, on se sent un peu moins mal. C'est un peu moins bien, je veux dire. Après, oui, il y a des gens qui peuvent basculer dans ce qu'on appelle des deuils compliqués ou des deuils chroniques ou même des deuils traumatiques, etc. Et dans ces cas-là, ça demande de la vigilance. Et il y a des gens qui sont spécifiquement formés pour ça et qui sont plutôt des psychologues dans ces cas-là. Et donc, c'est important de les orienter vers ces personnes-là. Et c'est important de savoir que ça existe aussi. C'est pour ça que je voulais t'entendre parler. Bien sûr que ça existe. D'accord. Bien sûr que ça existe. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'à la base, le deuil n'est pas une maladie. C'est une réaction tout à fait naturelle à la suite d'une perte.
Donc ça n'est pas une maladie, ça n'a pas forcément besoin d'être accompagné tout le temps. Ça a besoin d'être accompagné quand à un moment on a le sentiment qu'on ne s'en sort pas tout seul. Et c'est ok. Ça peut tout simplement être dû au fait qu'on a un entourage qui n'a pas la capacité d'être à l'écoute. Point barre. C'est tout. C'est bien de s'en rendre compte et puis de et se le dire. Et donc de se créer des espaces où on va nous entendre dans ce qu'on est en train de vivre. Et Dieu sait que ça fait un bien fou, quoi. Dans les espaces que tu proposes aussi, pour les gens qui ont peut-être envie de faire une première étape, tu proposes des cafés deuil, oui, c'est bien ça, dans les cafés deuil. Tout à fait. Donc là, c'est des espaces totalement gratuits, qui ont lieu dans des espaces publics. On va parler de ce qu'on vit en tant que vivant, au cœur du vivant. Et c'est très difficile souvent pour les gens de faire ce premier pas, de s'y rendre, à cause de toutes les croyances qu'on peut avoir. Et la plupart des gens, quand ils l'ont fait la première fois, ils terminent en disant « si j'avais su, je serais venue plus tôt ». Comme souvent, mais c'est bien. Et en fait, ils se rendent compte, c'est une communauté de personnes qui traversent des choses à la fois très similaires et très différentes, mais qui vont se mettre à parler la même langue. Donc il y a des échos, tu sais, qui vont se faire. Et souvent, moi, à la fin, je m'éclipse, mais eux, ils restent ensemble. Excellent. Dans tout ce qu'on a évoqué jusque-là, est-ce que le processus de deuil dont tu parles, je suppose que j'ai déjà la réponse, mais je préfère te l'entendre dire, s'applique aussi à des situations où il ne s'agit pas d'une perte d'une personne, de la mort de quelqu'un, mais de la mort d'une situation ou d'une relation ou d'un job, ou je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vivre les mêmes émotions, les mêmes choses dans ces contextes-là ? Alors, pour moi, il y a autant de processus de deuil que d'endeuillés, donc on vit rarement les mêmes choses. Il y a un processus qui est là comme un phare au milieu de la tempête. Oui, quand je disais c'est les mêmes choses, c'est ça, c'était un peu le processus. Je le dis juste pour les auditeurs, en fait, pour clarifier, parce que tu as raison. Tu vois, des fois, on peut très vite généraliser. Donc, le processus de deuil, c'est juste un peu un phare dans la tempête. C'est-à-dire, on sait, il y a une lumière. Quand on n'y croit plus, il y a quelqu'un qui y croit pour nous. Voilà. Alors, la réponse à ta question, c'est oui. Oui, bien évidemment qu'on peut traverser des processus d'adaptation à la suite d'un changement profond de situation qui est marqué par une perte. Perte d'un conjoint suite à un divorce, à une séparation, départ des enfants lorsqu'on a été peut-être une maman un peu fusionnelle. De quoi parles-tu Un licenciement qui s'est produit avec perte et fracas, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ce qui peut être le cas dans de grosses structures. Et ça peut être fait de façon extrêmement violente. Oui. Maintenant, personnellement, moi j'aime utiliser des termes qui sont différents parce que je trouve qu'il y a des différences de taille. Dans l'un, il y a quelque chose de l'ordre du définitif dans la relation à l'autre, ce qui n'est pas le cas à la suite d'un divorce. Oui, il y a toujours un rebond possible et il n'y a pas de définitif parce que... Souvent, il y a encore des échanges. Oui. On est dans une société où l'information circule vite. On peut même avoir des informations sur l'autre alors qu'on n'en a pas envie du tout. Voilà. L'autre est là, quelque part. Donc, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre du définitif. C'est important, oui, de mettre le point là-dessus. Ça change beaucoup de choses. Voilà. Même si le processus peut, quelque part, être transposé, ça doit être fait avec beaucoup de pincettes. Vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne les deux types de rupture de vie et en même temps avec un gros focus sur le deuil suite au décès d'une personne. Alors tu accompagnes sur le deuil suite au décès d'une personne et je me demandais si on n'aurait pas aussi un petit peu intérêt à préparer notre mort, notre propre mort, pour peut-être faire un peu plus ami-ami avec cette ultime étape sur Terre au moment où on y est en tout cas. Et bien là, c'est pareil, c'est très personnel tout ça. Okay. L'autre jour, j'étais en formation et puis il y a un des participants qui travaille dans le secteur de la santé et qui me dit « Non mais en fait, alors c'est quand même très clair qu'on souhaiterait tous s'endormir et ne pas se réveiller. » Et là, je l'ai arrêté, je lui ai dit « Bon, et moi pas du tout. » je trouve personnellement, je trouve ça horrible. Et j'aurais qu'une envie, c'est d'avoir le temps. Alors il m'a regardé en souriant en me disant « Bah oui, mais alors tu veux souffrir ?» J'ai dit « Mais non, souffrance en moins, c'est ce que je demande quand même. Moi, je veux le combo gagnant. Je veux qu'on gère ma souffrance, qu'on sait très bien faire maintenant, ma douleur, plutôt pour la douleur physique. »
Et pour l'aspect souffrance psychologique, en fait, moi, j'aimerais pouvoir avoir le temps de dire au revoir, de rassurer aussi les gens et de pouvoir les élancer sur leur chemin. Pour avoir été, pour avoir accompagné ma maman alors que j'étais extrêmement jeune, j'allais avoir 20 ans quand elle est décédée, oui, j'aurais aimé qu'on puisse en parler plus. Et pourtant, elle est décédée d'un cancer, donc ça s'est étalé dans le temps. Mais avec cette injonction certainement inconsciente qu'elle devait avoir de le taire. Et donc ça, c'est quelque chose de très personnel. Et pour aller plus loin dans ta question, pour les gens qui sont sans cette mouvance, donc j'aimerais juste m'endormir et ne pas me réveiller, je pense que oui, se poser des questions. Tiens, c'est comment quand j'y pense pour moi ? Quelles sont mes croyances par rapport à ça ? Là, on va y trouver des bribes de réponses. Après, je crois qu'il faut aussi rester très pragmatique dans le sens où ce qu'il y a après, personne ne le sait. La mort reste un mystère. Ah, oui. Et quelque part, se la représenter reste extrêmement compliqué, difficile, voire peut-être impossible, à moins d'avoir certaines croyances qui vont nous y aider. Qui soutiennent un peu, oui. Bon, désolé, chers auditeurs, il n'y a pas une révélation incroyable avec la voix aujourd'hui. Alors, dans tout ce processus, il y a aussi des moments d'action. À quelqu'un qui vit un deuil et qui nous écoute en ce moment, quel serait ton message pour l'encourager à sortir de cet isolement dont tu parlais, s'il en ressent le besoin ? Parce qu'on a compris qu'il y avait une partie intime, mais il y a peut-être aussi besoin de reconnecter à l'autre, je ne sais pas. Alors, je lui dirais de s'écouter et de sentir que lorsqu'il n'est plus entendu dans sa vérité du moment par ses proches autour et qu'il ressent le besoin d'être accueilli dans son authentique, alors c'est le moment d'aller regarder ce qu'il y a autour. Que ce soit de commencer par qu'est-ce qu'il y a dans la littérature. Il y a énormément de choses maintenant, que ce soit à travers des romans ou à travers des bouquins un peu plus élaborés, que ce soit d'aller écouter des podcasts. Il y a énormément de podcasts qui abordent ce sujet-là, que ce soit en allant frapper à la porte de quelqu'un qui peut les écouter, que ce soit en rejoignant un groupe de parole, un café deuil, peu importe. En fait, chacun va trouver sa route. Mais c'est vraiment de s'écouter. Pas facile de s'écouter. Déjà, on a du mal à écouter les autres, mais alors soi-même. Non, c'est super compliqué, mais le signal, ça sera je me sens tellement mal quand je suis en proximité de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, et que je commence à porter un masque social, ce qui arrive fréquemment, ce qui peut aussi s'expliquer très très bien dans ce qu'on peut traverser, mais quand je commence à sentir que ce masque social est beaucoup trop lourd pour moi et que je ne sais plus en fait comment m'en sortir. Voilà. Et là, je pense que c'est le signal. C'est un des signaux, en tout cas. De l'autre côté du miroir, de la barrière, dans l'autre sens, quand on a un proche à soutenir et que peut-être ce proche reste un petit peu muet ou que nous-mêmes, on ne sait pas trop comment l'aborder parce qu'on a peur de mal faire. Tu l'as dit tout à l'heure, parfois on arrive avec des bonnes intentions, mais bim, on tombe complètement à côté. Tu as proposé 2-3 choses. Est-ce qu'il y a encore un petit... tu avais dit d'aller soutenir, d'aller parler, de proposer de s'activer peut-être. Est-ce qu'il y a encore... En fait, on ne pourra pas tous proposer la même chose, parce qu'on n'est pas tous en capacité de donner la même chose. Il y a des gens qui vont pouvoir être à l'écoute. Parce que parler des émotions, écouter les émotions des autres, voir quelqu'un pleurer, c'est absolument pas un problème. Et puis pour d'autres personnes, ça va être compliqué, ça va voire même être impossible de faire ça, tout simplement parce que ils l'ont jamais fait de leur vie, ça rentre pas dans leur mode de fonctionnement, mais qui peuvent rendre service. Et donc dans ces cas-là, ils vont aller faire des courses, ils peuvent proposer de ramener quelque chose, puis en ramenant quelque chose, ils vont s'installer, ils vont boire un café, ils vont parler de la pluie et du beau temps peut-être. Et l'endeuillé, quand il va le voir partir, il va se dire non mais c'est super pour les courses, mais alors pour le reste, voilà. Et il pourra peut-être avoir un œil critique, mais c'est pas grave. Il a quand même eu cette petite parenthèse, où il a vu quelqu'un d'autre qui était au cœur de la vie, etc. Et une autre sera là peut-être pour l'écouter. Voilà. Donc à chacun de savoir ce qu'il peut offrir en partage. C'est important de se questionner aussi sur ces questions. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sortent de votre vie quand vous êtes en deuil ou quand vous traversez des moments difficiles. Ah oui. Il y a quelque chose qui se reconstruit en termes d'environnement de social, en fait, de l'entourage. Bon, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une seule chose dans notre rapport à la mort,
Qu'est-ce que tu aimerais transformer Et au deuil. en priorité? Ouais, et au deuil. Qu'est-ce que j'aimerais transformer? Peut-être que j'aimerais qu'on puisse alléger. Oui, qu'on puisse... alors, on est en train de parler de baguette magique, donc un peu de quelque chose de féerique. J'aimerais qu'on puisse mettre quelques paillettes autour de ces sujets-là. Et qu'on puisse aussi créer des moments où on échange sur ces sujets-là en étant dans quelque chose d'un peu plus léger. Voire même, tu vois, de pouvoir se caler un peu sur certains rites, certains rituels étrangers qui permettent d'honorer nos morts différemment. Je pense notamment à ce qui se passe au Mexique, je pense à certaines choses qui rendent les choses plus festives. Voilà. Tout en laissant cohabiter ces festivités avec la peine. Attention, c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Voilà, c'est... tiens, voilà. Si j'avais ma baguette magique, c'est qu'on devienne capable de faire cohabiter, de mettre du « et » de remplacer le « ou ». Voilà. Ah, j'aime bien. Pour conclure cet épisode, je trouve que c'est vraiment... ça donne encore une fois de l'espoir, de l'ouverture. On sent que tu es passionné par ce que tu vis à travers ces moments de deuil que tu accompagnes, ces morts, ces pertes, etc. Et donc, tu es l'exemple parfait que ça nourrit et que ça fait partie de ce miracle qu'est la vie. Ah, mais on est au cœur de la vie. Et alors, moi, souvent les gens me disent « Mais comment tu fais ? Je pourrais pas. » Et en fait, je leur dis « Mais moi, quand je suis avec ces personnes-là, elles m'offrent un cadeau, mais qui est juste tellement magnifique. C'est que ces personnes-là sont dans leur authentique. Et donc, on a des relations, mais qui sont de très belles relations. Et oui, forcément, ça vient me nourrir, très clairement. » Alors, comment est-ce qu'on pourrait encourager les auditeurs maintenant à prendre un peu plus la parole sur ces sujets de deuil, mort, qui nous concernent tous? De se rapprocher de ceux qui en parlent déjà. Ça peut être une bonne impulsion. Mais d'écouter ce podcast. Non, mais il faut commencer simplement, en fait. Oui. Non, mais tu es là. C'est la politique des petits pas, en fait. Bien. Toujours. Effectivement, tu es là. Un dernier éclat de voix? Quelque chose de magique? Des petites paillettes que tu pourrais nous disséminer pour... Allez, on y va, on s'envole. Connectez-vous à plus grand que vous. C'est tellement aidant. Voilà, merci. C'est génial de terminer comme ça. C'est très... ça ouvre sur un espace d'une vastitude réelle, existante, mais qu'on n'arrive pas à capter probablement. Donc, on peut tous la capter. Ouais. On a tous ça en nous. Connectons-nous à la terre-mère, quoi. Ouais. Connectons-nous à la nature, à plus grand que nous. Et peut-être que là, en marchant dans cette nature, on peut aussi sentir la présence de ses proches, de cette vie. Peut-être. Ça vaut le coup de le tenter. Allez-y, en nature. Merci beaucoup, Patricia, pour cet échange extraordinaire. Du fond du cœur, merci Patricia pour cette conversation courageuse qui montre la puissance libératrice des mots, des intentions qui les sous-tendent, des corps qui les reçoivent. Parce que définitivement, parler de la mort, c'est redonner la voix à ceux qui l'ont perdue dans l'épreuve du deuil. Les paroles, oui, ont le pouvoir de guérir, surtout quand elles s'accompagnent d'une écoute authentique. Alors pour tous ceux qui ont envie de prendre la parole, justement, de trouver des espaces d'expression, je vais remettre les liens pour retrouver Patricia dans les notes de l'épisode. Et si cette conversation vous a donné aussi envie de briser le silence, eh bien, encore une fois, partagez-la, diffusez-la. C'est en osant aborder ces sujets tabous que nous créerons collectivement une société plus à l'écoute de ceux et celles qui souffrent. D'ailleurs, vous, quel serait votre premier geste, votre premier mot pour ouvrir ces conversations nécessaires dans votre entourage? Et si nous en parlions lors du stage La Voix du Corps, l'écho des mots que j'animerai du 31 août au 6 septembre en Drôme provençal à l'Auberge Salam? Oui, parce que cette retraite est pensée pour toutes celles et ceux qui soit traversent une période de vie particulière qu'ils souhaitent aborder différemment, soit ont un projet auquel ils aimeraient donner corps. Et dans les deux cas, il s'agira de se reconnecter à soi, à sa puissance, aussi à cette nature florissante, pleine d'enseignements, pour ensuite partager cette expérience si vous le souhaitez, partager
vos opinions, vos idées, vos convictions dans un épisode spécial d'Éclat de voix. Ce sera l'occasion de prendre la parole au micro pour communiquer au monde ce qui vous anime profondément et ce que vous aimeriez diffuser. Les liens pour vous inscrire sont également dans les notes de l'épisode ou bien sur mon site www.anneclairdelval.com. Infiniment merci pour toutes vos écoutes, pour cette communauté qui grandit autour du podcast. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite des éclats de voix mortellement vivants.